Hey! Bienvenue dans cette vidéo. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez lu les 2 premiers tomes de la saga Daevabad et que vous n'avez pas peur des spoils et que vous êtes là pour vous émouvoir, pour vous adrénaliner avec moi sur cette saga, sur la fin, le dernier opus de cette saga, enfin l'avant-dernier opus parce qu'il y a un 3,5, mais bref, voilà. La partie finale de cette saga grandiose qui est Daevabad de S.A. Chakraborty et le dernier tome qui est là et je vais le prendre parce que ce sera beaucoup plus pratique. Il est trop beau. Donc, comment ça va se passer dans cette vidéo? Il s'agit donc d'un vlog qui va spoiler. On va peut-être prendre le format de lecture commune, c'est-à-dire que je vais mettre en place un système de découpage en fonction des chapitres pour que, par exemple, si vous êtes en train de lire avec moi, bah vous pouvez vous retrouver à telle timeline pour ne pas vous spoiler pour la suite et qu'on échange avec la même progression. C'est comme si en fait on lisait ensemble le roman et que c'est une lecture commune intemporelle parce que si vous regardez cette vidéo 50 ans après, vous pourrez encore faire comme si on était en lecture commune avec ce système de découpage là. Avant ça, pour préparer ce vlog là, cette lecture, je me suis remis dans le bain avec les 2 premiers tomes, pour lire quelques petits extraits pour me remettre à jour sur les dynamiques hyper complexes entre les différents clans, les différents partis, les différents personnages. Et de ce que j'en ai principalement retenu, c'est que j'avais oublié à quel point les relations familiales, elles me pulvérisaient d'amour, de tendresse. Il y a ce mélange vraiment de tourments, trahison, mais en même temps d'amour complexe qui forme cette base qui est irréversible, qui est invincible, qui ne peut pas se casser sous toute cette charge de responsabilité, de devoir, de sacrifice et tout. Et c'est trop cool. Et Ali qui est le meilleur book boyfriend ever. Vraiment essayez de me citer un personnage fictif masculin qui est un meilleur book boyfriend que lui. Vous pouvez pas, enfin si peut-être selon vous de manière subjective, mais pour moi personnellement il est parfait, mais sans être ennuyeux. Il est curieux intellectuellement, du coup c'est vraiment un nerd, genre il pose des questions et tout. En fait il est tellement passionné et ça fait tellement du bien, du coup il peut grave t'apporter intellectuellement, culturellement et tout. Ça fait des discussions, ça peut être tellement passionnant, même s'il parle beaucoup d'économie et moi je me connais rien, mais bref. Il est badass, mais ça c'est un point bonus, tu vois, genre c'est pas le truc le plus important. Il est hyper attentionné, même s'il est très maladroit, il est très honnête et tout, mais ça le rend tellement attendrissant en fait. Il est très têtu, du coup ça entraîne des conditions drastiques, parfois assez lourdes. Ses frères et sœurs, le fait que voilà, ils soient partagés, tiraillés entre ses devoirs, entre ses valeurs, et qu'il essaie de s'émanciper, tu vois, du joug de son père, qui est trop tyrannique, contre qui il montre qu'il est pas d'accord, quitte à, voilà, genre perdre sa place et tout, et en même temps, il veut protéger ses frères et sœurs, sa relation avec Nari, sa romance avec Nari qui se développe. C'est du parfait slow burn. Quand je veux du slow burn, je veux parler de ça. Le fait que c'est d'abord en amitié avant de se développer en amour, parce que enemies to lovers par exemple, c'est toujours enemies mais il y a déjà de l'attirance et du coup moi ça me parle pas et je trouve que c'est déjà très prévisible et très rushé et très fan service. Alors que là, avec Ali et Nari, ça s'est développé vraiment dans l'entente mutuelle, dans le respect, il y avait du angsty, ça se ballottait entre plusieurs sentiments, et il y avait cette base amicale qui se développe de plus en plus, qui éclot de plus en plus sous une forme de confiance mutuelle et de compréhension et d'empathie et d'attirance de plus en plus, mais très diffuse et très discrète. Et j'adore cette romance et j'espère vraiment autant accrocher dans ce tome 3 et que si la relation entre Ali et Nari se concrétise vraiment en amour, bah je perds pas mon intérêt parce que c'est aussi mon problème, c'est que j'adore quand une relation est platonique mais quand ça se concrétise en amour en général mon intérêt se périme, du coup on verra. Je sais pas pourquoi mais j'avais entendu des insinuations comme quoi ce tome était triste. Et vu la gueule de la fin du tome 2 où c'est tellement haletant mais vraiment je pouvais plus le poser, bah, j'imagine que pour la fin ultime de cette saga, bah, ça va être encore plus haletant, quoi, ça va être encore plus genre insoutenable niveau suspense, tension, tragédie ou quoi. Et j'ai hâte, en même temps j'appréhende. Moi mes hypothèses c'est que Dara il meurt parce qu'il a trop un vibe tragique ce mec. Et s'il meurt, je serais pas trop triste, tu vois, c'est le personnage que j'aime le moins. Du coup, franchement je suis en mode bon, le sacrifice, si vous faites un sacrifice, voilà. Et c'est un bon parti. Ali et Nari finissent ensemble, Jamshid et Muntadir aussi, ou alors il y en a un qui meurt. Non, Muntadir c'est pas possible, parce que déjà dans le tome 2 il y avait déjà une frayeur là,
mais c'est pas possible, il est trop iconique ce personnage. Bref, voilà, j'arrête de parler et non, je vais pas arrêter de parler parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. J'ai pu retourner à la librairie Dan Fan Bookstore à Lyon où j'achète encore tous mes livres en anglais, et il y a un nouveau stock de post-it. Les couleurs, je trouve que ça se marie avec ce tome là, les couleurs de ce tome, et du coup je me suis dit bah let's go pour que ce soit esthétically pleasing à voir et à faire. Il y a une chanson, un générique d'anime que j'adore et je trouve que ça correspond tellement bien à la saga de Daivaba dans les vibes. Je comprends rien aux paroles mais c'est juste les vibes, et je l'avais écouté pendant les scènes finales du tome 2 et c'était, mais émotionnellement parlant, épiquement parlant, c'était foudroyant. Il s'agit de Lapis Lazuli de Aoi Eir, enfin je le mettrai en barre d'infos. C'est le premier ending de l'anime Arslan. En fait Arslan, tu peux aussi écouter les OST, parce que j'ai écouté aussi les OST pour le tome 2 et c'est trop bien. Il y a des OST qui sont tellement magnifiques, mélancoliques et tout, d'autres épiques, et en fait c'est dans un univers oriental avec de la guerre, bah si ça dit, ah non je sais pas, avec des guerres, des complots politiques, c'est trop bien, et je trouve que bah, ça se marie à merveille avec l'ambiance de Daivabad, avec la lecture. Voilà, n'hésitez pas, référez-vous à la timeline, j'annoncerai également à l'oral j'en suis à quel chapitre pour pas spoiler. J'ai trop hâte de partager avec vous, j'espère que vous serez au rendez-vous et que ouais, ça va atteindre pas mal de gens dans cette vidéo. À bientôt, à tout de suite, je sais pas. Oh. Hey, alors, j'ai la même gueule, j'ai le même vêtement, mais je vous assure qu'on est un autre jour, on est le 12 mars et je reviens parce que j'ai fini de lire la première partie de Daivabad qui va constituer la première partie de cette timeline là. J'ai dû, pour couper cette vidéo, me référer au nombre de chapitres, et comme dans le sommaire il n'y a pas le nombre de chapitres, j'ai dû effectuer un jeu très dangereux, à savoir regarder vers la fin, voilà, des derniers chapitres, le nombre de chapitres. C'est dangereux parce que j'aurais pu tomber sur des spoils de malade. J'en ai déduit qu'il y avait à peu près 50 chapitres et qu'on va découper par tranche de 13 chapitres à peu près. En tout cas ici on termine sur la fin du 13e chapitre qui coïncide avec la fin de la première partie. Alors je vais essayer d'être bref parce que j'ai énormément de choses à dire. Déjà pour commencer, j'aime beaucoup le contexte de la guerre. Bon, ça sonne un peu bizarre, mais dans la manière qu'on s'est décrit, comment c'est véhiculé, parce que c'est empreint avec beaucoup de réalisme et de fatalité. Tu sens à quel point les gens sont embourbés dans la violence, qu'ils ne peuvent pas s'en extraire, qu'il faut qu'ils aillent jusqu'au bout et sont emprisonnés dans une sorte de prison violente, autant physique que psychologique, parce que physique parce que Dara, je crois, il peut pas partir comme bon lui semble parce que il doit encore veiller à la sécurité, au maintien de la paix, de la stabilité que veut Maniche. En parlant de Maniche, du coup la page 29 où elle dit elle ne voyait aucune alternative, seulement le chemin qu'elle avait conçu et sur lequel elle devait continuer d'avancer, même s'il ne restait plus rien d'elle une fois parvenue à bout. Du coup c'est ça en fait, c'est tellement amer et horrible à voir parce qu'ils sentent qu'ils se déshumanisent, qu'ils sont en train de laisser des parts d'eux-mêmes hyper importantes, mais ils peuvent pas faire demi-tour, sinon tout ce qu'ils ont fait, tous les sacrifices, tous les meurtres qu'ils ont vécu, bah ça va être en vain. Et même si c'est horrible, mais il y a des racines de leur ressentiment, de leur objectif, de leur désir de vengeance qui sont très humains, et tu les comprends quand même, parce que ce qui est cool avec ces narrations, c'est qu'on s'éparpille dans différents points de vue qui voient une situation de plusieurs manières. Il y en a qui conçoivent une situation par exemple comme une trêve, ou d'autres comme de la soumission, et du coup ça va engendrer beaucoup de quiproquos, beaucoup de manque de communication et de divergences d'opinion qui vont exploser en un amas de violence, d'agressivité, de revanche sur le passé pour essayer, voilà, de redorer leur honneur, pour faire honneur à leur peuple ou je sais pas quoi, même si ça excuse en rien ce qu'ils font, mais tu vois d'où ça vient, et tu peux pas détester à 100% les personnages. Genre Dara, j'en reviens, mais par exemple pour Maniche, alors je suis neutre par rapport à elle, mais je comprends pourquoi elle sent comme ça, même s'il y a des moments où elle dépasse ses bornes. Genre tu sais, quand elle demande à Dara de parler de ses traumas vis-à-vis de sa mère, de sa soeur, t'es en mode mais meuf, les trigger warnings, ça sera quoi? En parlant de Dara, alors j'aime nettement moins son point de vue, hein, on est d'accord, entre Nari, Ali et Dara. À chaque fois qu'on était à Dara, j'étais... parce que j'ai du mal avec ce personnage, mais j'ai quand même parfois de la sympathie, non pas de la sympathie quand même, faut pas abuser, mais de la pitié pour lui, parce que tu sens qu'il est plus à même de se remettre en question et de nuancer sa vision des choses, même si c'est hyper douloureux pour lui, que Maniche. Et d'ailleurs tu vois vraiment qu'il y a une discordance de plus en plus large entre Maniche et Dara, et je pense qu'à la fin Dara, qui est considérée comme une arme par Maniche, qui est considérée comme quelqu'un qui n'a pas de sentiment, qui peut juste obéir à Maniche sans avoir de pensée critique
propre à lui, je pense qu'à la fin il va évoluer, genre il va se sacrifier pour sauver Nari, du coup il va se rebeller contre Maniji parce que Maniji elle est prête à sacrifier Nari pour les... c'est quoi ça s'appelle, les effrites et tout là. Voilà, du coup je pense qu'il va se rattraper par rapport à ça et ça va faire un sacrifice, une mort grandiose ou je sais pas quoi. Au moins je serai en mode ah ouais d'accord, super, ok. Tu sens que Maniji elle est trop extrême, voilà, c'est pas possible de lui faire entendre raison, mais Dara c'est possible. Ce qui me fait de la peine avec lui c'est qu'il sent que c'est un monstre mais qu'il a peur de se l'avouer parce que c'est horrible de faire face à toutes les atrocités que t'as commises à un degré pareil. Ça peut vraiment genre le bouffer psychologiquement et en même temps genre tu découvres un peu plus son passé, genre comment il a été endoctriné dans ce système de guerre, dans ce système de soldats, de hiérarchie et tout. Pour les autres personnages, Nari, alors c'est une queen, voilà. En fait j'aime beaucoup parce que c'est une héroïne qui est réaliste en même temps, très courageuse et forte à sa façon, parce que ici on voit qu'elle a des moments d'errance psychologique très réalistes où tu sens que tout ce qu'elle a dû endurer, genre le fait de perdre ses foyers à tout bout de champ, ça l'atteint, tu vois, ça la pèse et ça brouille ses repères, mais elle arrive à quand même s'adapter, elle arrive à prendre des initiatives et notamment de manière réaliste, c'est-à-dire en s'appuyant sur des gens. Et en fait je trouve que l'évolution de ses relations humaines qu'elle partage avec les autres, c'est en phase avec son évolution personnelle, parce que Nari c'est quelqu'un qui doute beaucoup des gens, qui reste très méfiante, qui pense qu'elle doit se débrouiller toute seule, qui garde une image, une façade de femme hyper forte, détachée de tout, hyper nonchalante, de peur d'être trop atteinte personnellement. Et là le fait par exemple qu'elle se pointe chez l'apothicaire, alors je me rappelle plus de son nom, mais il y a une scène, enfin il y a la scène, c'est trop mignon, attendez. Ouais, elle se pointe chez l'apothicaire et elle dit je suis désolée, je n'avais aucun autre endroit où aller. Et cette scène, elle m'a marquée parce que c'est trop mignon, d'autant plus qu'en fait c'est un peu une trope dans le Enemies to Lovers. T'as une personne qui fait preuve de vulnérabilité envers l'autre en allant chez cette personne là parce qu'elle ne savait pas vers qui d'autre aller. Ce trope je l'ai vu plusieurs fois mentionné chez des gens qui adorent les romances Enemies to Lovers et tout, et là le fait que ça a été transposé en Found Family, j'adore quand les tropes de romance c'est transposé en tropes d'amitié ou de family, parce que je trouve que ça renforce le caractère tellement puissant de ce genre de relations qui pour moi sont trop sous-estimées dans les relations humaines fictives. Genre le fait qu'elle arrive à appeler à l'aide, tu vois, ça montre qu'elle a encore de l'espoir malgré toutes les trahisons qu'elle a essuyées par le passé. Ali. Alors Ali, mon personnage préféré ever, enfin dans cette saga, faut pas exagérer. Je suis en train de mettre des post-it et j'en ai dédié un pour Ali évidemment, et ces post-it diminuent à une vitesse ahurissante, donc il faut que je fasse attention parce qu'il y a beaucoup déjà de moments dans cette première partie où je me suis extasiée devant la perfection de ce husbando, mais vraiment essayez de me trouver un husbando aussi parfait que lui, voire plus, c'est pas possible. Voilà, en fait parfait pas dans le sens en mode voilà il est lisse, mais parfait parce qu'il est super attachant. Je vais pas vous citer toutes les scènes que j'ai relevées parce que sinon on va passer 10 minutes dessus, mais genre il est tellement premier degré, il est complètement aléatoire, il a une pureté, une bonté d'esprit qui est tellement naturelle et spontanée, mais du coup parfois genre c'est tellement brut en fait, et il est tellement transparent. Il a aussi une curiosité intellectuelle, mais ça fait tellement du bien, c'est tellement rafraîchissant. Genre tu sais quand il va aller au bazar des humains avec Nari la première fois et qu'il est en train de s'exciter de partout, ça le décrit en train de courir de partout, j'imaginais, j'étais en mode mais j'ai envie de l'épouser en fait. Il est génial. Et plus sérieusement au niveau de ses traumas, alors un moment j'ai relevé un truc, c'est horrible, c'est quand il est en train de ressasser toute sa culpabilité et ses ressentiments vers lui-même pour le fait d'avoir pas été assez fort pour sauver sa famille. Et en mode tout cela est réel, ton frère est mort, ton père est mort, tes amis, ta famille, ton foyer, tu les as abandonnés au moment où ils avaient le plus besoin de toi. Et moi j'écris comme l'Avatar. Parce que dans Avatar, le dernier maître de l'air, parce que l'intro du dessin animé, c'est l'Avatar a disparu au moment où le monde avait le plus besoin de lui. Et voilà, du coup, je me suis un peu moquée de Ali, mais sans grande méchanceté. Mais sinon, en vrai, ça me pulvérise comment il s'en veut. Et qu'il pense que son grand frère est mort alors qu'il n'est pas mort. Je vais éviter d'aller sur ce sentier là parce que le sentier de la relation entre Muntadir et Ali, c'est un chemin sur lequel je peux me perdre tellement. Ça m'a transporté, ça m'a fait traverser tellement d'émotions, il y avait tellement de XT dans le tome 2 avec les moments de tension, les moments où ils se séparent psychologiquement aussi, et à la fin quand ils se retrouvent et quand Ali à chaque fois il se remémorait que Muntadir à la fin il lui disait tout va bien entre nous, et que ça l'obsède en fait parce qu'il veut se raccrocher à ça, à se dire que Muntadir il a jamais détesté, qu'il en a jamais voulu, qu'ils ont toujours été des frères mais hyper proches l'un de l'autre, et c'est incroyable. À chaque fois qu'il y avait ces moments là où t'avais Ali qui était persuadé que son grand frère était mort et qu'il culpabilisait de ouf, j'étais en mode Ali
dans 20 pages, tu vas le retrouver, t'inquiète pas, accroche-toi. Alors que non, le machin il fait je sais pas combien de pages, il fait presque 1000 pages et va falloir attendre encore combien de pages pour qu'il se retrouve. C'est le moment que j'attends le plus, je m'en fous. Genre si le monde il s'écroule, si les djinns ou je sais pas quoi ils sont opprimés et tout, moi je veux juste que ces deux frères et la sœur aussi se retrouvent. Voilà. Au niveau de la romance entre Ali et Nari, alors pour rappel, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec la romance, c'est vraiment pas l'une de mes priorités, au contraire. Parfois ça peut également me plomber sur une lecture. Mais Nari et Ali, je comprends parfaitement pourquoi ils s'aiment et je trouve que ils dégagent quelque chose de tellement fort et de tellement réaliste. En fait pour moi c'est le slow burn parfait. Ils commencent en tant qu'ennemis et ensuite ils apprennent à se connaître, à développer vraiment une compréhension mutuelle sur leurs goûts communs, sur des discussions dans lesquelles ils peuvent exposer vraiment leur personnalité, leurs ressentis profonds. Et ça éclot en amitié qui est vraiment sincère, qui est vraiment forte malgré des complications, de divergences d'opinion. Et ensuite ça se développe petit à petit en attirance. Et c'est fait avec tellement de douceur et de pureté, de délicatesse et de réalisme en fait que j'adore. Et ce que j'aime bien dans cette première partie, c'est que tu vois au niveau de leur attirance comment ils nourrissent cette base relationnelle très solide et très saine et prennent en considération les sentiments de l'autre, même si parfois ils vont avoir des préjugés et ils vont se dire ah oui l'autre personne pensait ça par rapport à moi et tout, mais ils vont quand même prendre le temps de communiquer et de ne pas finir sur des quiproquos qui sont vraiment des clichés basiques qui m'énervent dans les romances, genre les trucs en mode oui mais je sais ce qui est bon pour toi, du coup je vais faire ça et tout, alors que je t'ai même pas consulté, et après ça fait des quiproquos et ça fait des modes de communication de malade, c'est hyper rageant. Alors que là vraiment, tu vois, il y a des moments où ils vont un peu déraper, mais ils vont quand même apprendre à communiquer, à s'excuser et à mettre les choses à plat et à s'écouter mutuellement, et ça fait du bien et c'est tellement tendre. Et il y a cette maladresse aussi qui est très réaliste entre eux. Ça montre que t'as pas à être parfait, il faut juste que tu fasses l'effort d'aller vers l'autre et d'apprendre à l'écouter. Et c'est ça le plus important. Il y a un moment où Nari dit également qu'elle n'a pas besoin d'Ali mais elle le veut. Et je trouve que c'est tellement important ce genre de distinction là, parce que dans les romances ça montre l'être aimé comme une nécessité dans ta vie, tu vois, et ça peut être tellement dangereux parce que tu fais dépendre ton bonheur et ton existence avec quelqu'un, alors que là Nari, genre elle nuance en mode ok j'ai pas besoin d'Ali, je peux vivre sans lui, et ça se voit, tu vois, genre elle a ses ambitions personnelles, elle a ses propres buts et tout, mais elle veut Ali dans sa vie, et je suis en mode mais meuf moi aussi je veux qu'il soit dans ma vie. Je suis désolée, il y a des travaux dehors donc désolée pour le bruit. Mais également Ali il respecte énormément les choix de Nari. Il y a la page 213 où il dit que Nari se trouverait probablement mieux sans lui, mais c'était à elle de prendre cette décision, alors il allait s'assurer qu'elle puisse le faire. C'est basique qu'un homme doive laisser à la femme et vice versa le choix, l'occasion de décider pour elle-même, mais il y a des moments où c'est hyper forcé, alors que là je trouve que c'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus naturel, en mode Ali il va pas attendre de la reconnaissance de Nari, en fait le fait que voilà bah je te donne le choix, du coup tu peux me féliciter ou tu peux voir que je suis bon pour toi, je sais pas quoi. Non, par exemple dans Akotar, dans le tome 2 de Akotar, Rhysand à chaque fois il dit à faire oui c'est ton choix, c'est à toi de décider gna gna, et après faire elle l'idéalise de manière mais dinguissime, en mode tiens mais il me respecte, c'est trop bien, genre c'est l'homme parfait, il est exceptionnel et tout, alors que c'est la base, tu vois. Et Ali lui il fait ce travail sur lui-même mais de manière discrète, sans s'imposer à Nari, sans montrer ses efforts à outrance, de manière hyper visible. Et je trouve que c'est normal et en même temps inspirant, parce que quand tu fais des efforts c'est pas pour les autres, c'est pour toi-même, en fait c'est par pure conviction pour toi-même. Il est juste parfait, il est pas parfait mais il fait des efforts et du coup il est parfait parce qu'il est génial. T'as Nari et Ali qui essuient également certains conflits entre eux parce qu'ils sont pas d'accord sur la marche à suivre, comme Ali lui il veut aller sauver les gens à Daivabad et animé par son sens de devoir, alors que Nari elle en peut plus, tu vois, de toujours essuyer des déceptions, de perdre ses foyers et tout, et du coup elle voulait rester juste au Caire, voilà, prendre la suite de l'apothicaire, même si c'est égoïste mais c'est entièrement compréhensible, tu vois. Ces doutes là ça vient de quelque chose qui est très réaliste. Je trouve que ces conflits là c'est pertinent également parce que c'est foreshadowé depuis le début. Genre t'as Ali qui sait comment Nari doit se sentir, même si Nari lui confie pas tout, parce que Ali il est très attentif, il est tellement soucieux, il est attentionné, enfin bref il est parfait comme j'ai dit. Et Nari aussi elle comprend Ali, mais ils ont des valeurs individuelles, des ambitions individuelles qui font que c'est plus fort que ce qu'ils peuvent percevoir de l'autre, parce qu'ils sont des individus distincts, tu vois. Ils peuvent pas genre juste partir avec l'autre personne, accomplir la quête de l'autre personne juste par amour pour l'autre personne. Non, il faut d'abord qu'ils se fassent passer eux avant l'autre. Et est-ce que vous me suivez ou pas, je sais pas trop. Après t'as Nari qui décide quand même d'aller suivre Ali, mais c'est par conviction personnelle, tu vois, parce que elle a eu un cheminement. C'est pas Ali qui l'a persuadée de faire ça comme ça, c'est Nari qui s'est souvenu ah oui mais en fait j'ai telle personne encore Daivabad et tout, si je fais pas ça ils vont mourir.
c'est vraiment par sollicitude sincère de sa part et pas juste parce que elle commence à aimer Ali ou quoi. Bref, je sais pas si vous me suivez, mais je trouve que c'est très sain et que c'est très bien dépeint en fait, avec beaucoup naturel. J'avoue que j'ai un peu tiqué quand Nari voulait absolument que Ali reste avec elle au Caire, alors que t'as la sœur de Ali qui est en danger à Daïvabad, on sait même pas où elle est. C'est en mode Nari, tu comprends quand même Ali, enfin tu sais pourquoi c'est normal qu'il veuille aller sauver sa sœur, mais bon, en dehors de ça, franchement c'était compréhensible. Après t'as plein d'autres relations aussi, des amitiés, des familles et tout, mais j'avoue qu'il y avait plein de personnages dont je me rappelais plus, genre parce que Nari, ce que j'aime bien c'est qu'elle a développé un fort réseau en matière de relations humaines, mais il y en a la plupart, je les ai oubliés, je suis tellement désolée, alors que moi je suis en mode ouais c'est les relations amicales que j'aime le plus, blablabla, c'est toute ma vie, alors que je fais même pas attention à eux, à elles. Je vais arrêter ici parce que je pense que ça dure déjà beaucoup trop longtemps. J'espère que vous vous amusez bien, faites-moi part de vos impressions également, et on se retrouve pour la suite, je sais pas quand, mais je vais faire de mon mieux pour avancer au plus vite, voilà. Hey, j'ai enfin changé de haut et on est le 14 mars. J'ai avancé jusqu'au chapitre 27 inclus. J'espère que vous aussi, sinon bah ça va spoiler de ouf, puisque en plus je me suis arrêtée sur le chapitre du plot twist. J'étais en mode est-ce que je continue, mais non, c'est un peu plus conseillant de s'arrêter pile ici, parce que dans le chapitre 27 à la fin t'as Montadir qui réussit à s'enfuir et Dara il est là comme une pauvre merde sans magie et tout, et j'étais oh. En plus Montadir genre il est parti avec des gens du peuple de la mère de Ali, et Ali se trouve actuellement avec le peuple de sa mère. Ça veut dire que on aura peut-être des retrouvailles. Voilà, c'est le seul moment que j'attendais dans tout ce tome là, pour en revenir au commencement, enfin pas trop, au chapitre 14. J'avoue que cette partie là, ça m'a pas vraiment transcendé comme la partie 1, loin de là. Je pense que c'est parce que c'est surtout une partie de transition où voilà t'as Ali et Nari qui voyagent pour essayer de rejoindre le royaume de la mère d'Ali, et il se passe des trucs, il y a de l'action, mais je me sentais pas forcément 100% investie. Je sais pas pourquoi. J'ai quand même relevé quelques petits trucs, beaucoup moins que dans la partie 1, mais bon, la bonne nouvelle ce sera que cette partie là de cette vidéo sera beaucoup moins longue, ça va compenser avec la longueur de la partie 1. Étonnamment, dans la première moitié de cette deuxième partie, Dara pour moi c'était le personnage le plus intéressant peut-être, étonnamment, parce que comme j'ai dit, c'est vraiment le personnage que j'aime le moins, avec qui j'ai le moins d'affinité et d'empathie. Mais là il y avait des moments où il me faisait vraiment de la peine, notamment quand il parle au prêtre et qu'il dit qu'il a peur en fait de considérer les Chafites comme des êtres humains, parce que ça voudrait dire que lui qui en a tué énormément, c'est un monstre. Il disait parce que si les Chafites c'était des gens, des mères, des pères et des enfants innocents, et que je leur avais fait des choses que j'aurais faites, alors j'étais maudit, j'étais un monstre, et je ne veux pas l'être, et j'essayais simplement de servir ma tribu. J'avais 18 ans, du coup en plus il essaye de se justifier, de ramener le fait qu'il n'avait pas le choix, qu'on l'avait endoctriné dedans, et c'est vrai, et genre même s'il essaie de se justifier parce qu'il a peur de se confronter à ses actes, à la monstruosité de ses actes, c'est un acte lâche, mais en même temps c'est un acte qui est tellement humain, tu vois, parce que ça doit être horrible de se dire putain j'ai fait tout ça à des humains, à des gens comme moi. Et puis après t'as le prêtre qui dit n'as-tu pas réfléchi au fait que tes souffrances et ta rédemption compte peut-être moins que de réparer les torts subis par tes victimes, ce qui fait écho à ce qu'il dit plus loin également. Quel bien cela fera-t-il si tu brûles dans le feu des enfers que tu souhaites si désespérément rejoindre, dans le sens où est-ce que c'est utile en fait de punir le bourreau, ou alors de plutôt lui donner une occasion de pas se racheter, mais voilà, de faire quelque chose de meilleur, pour apporter quelque chose de meilleur aux prochaines générations. C'est quelque chose, je pense, qui est dur à avaler pour nous, parce que nous, quand on est face à une situation horrible, qu'on est victime de quelque chose, on veut surtout la vengeance, parce qu'on veut que l'autre personne subisse ce qu'on a subi, ressente ce qu'on a ressenti, pas qu'il s'en sorte en mode bon voilà maintenant je vais faire de mon mieux pour réparer ma tort ou quoi. Genre ça semble un peu injuste et très amer, mais en même temps c'est le chemin le plus sain, que ce soit pour nous, peut-être pour le bourreau. C'est une vérité quand même difficile à accepter, tu vois, parce que c'est comme si tu sentais que ton bourreau s'en sortait. Pour Dara, ça va être difficile, hein, parce qu'il se fait plein d'ennemis, enfin il a tué plein de gens. Je pense pas qu'il va réussir à avoir cette opportunité de se racheter ou d'avoir une nouvelle vie plus saine et plus ouverte aux autres,
dans l'entraide, dans la compréhension et tout. Je pense qu'il est condamné. Je suis désolée Dara, mais j'ai un peu plus de sympathie pour toi quand même parce que t'es plus humain que avant. Il y a un moment de Ali que j'ai relevé, c'est quand Ali revient sur le fait qu'il méprisait les Shafites et les Devas, je crois, avant. Et t'as Nari qui dit oui mais c'est parce que t'as été élevé comme ça par la citadelle qui t'a inculqué ce genre de valeurs, ce genre de mépris, ce genre de vision des choses hyper réductrices. Et Ali dit oui mais cela n'excuse pas mon ignorance. Il va même jusqu'à dire de manière frontale j'ai fait du mal à des Devas, des Shafites, j'ai dit et fait des choses qui ont conduit des gens à la mort, je les ai tués moi-même. Lui il fait vraiment face à tous ces actes et j'écris Ali meilleur prota masculin ever parce qu'il se confronte à tout ce qu'il a fait avec une droiture, avec une honnêteté, mais c'est ébouriffant, c'est époustouflant, c'est incroyable. Et comparé à Dara par exemple qui lui va essayer de se justifier, de se victimiser, de dire que c'était pas sa faute, mais en même temps si, mais quand même pas trop ou quoi. Mais pour une fois, je dis pas que Ali est mieux que Dara, enfin si, objectivement si, mais tu vois c'est comme comparer le soleil à une limace, tu vois la limace elle fait de son mieux, elle peut pas rivaliser avec le soleil, du coup tu peux pas lui en vouloir d'être une pauvre limace comme nous, tu vois, qui avons fait des erreurs, qui avons pas assez de force d'esprit et de force d'âme pour avoir un courage, une droiture aussi exemplaire que celle de Ali. Est-ce que je mets beaucoup trop sur un piédestal peut-être, mais ce que je veux dire c'est que Dara, bah, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus tourmenté, mais je le comprends aussi, tu vois. Genre, je trouve que c'est tellement humain et que c'est une réaction qu'on aurait pu avoir si on avait été voué à commettre des atrocités, des génocides, des crimes de masse. Mais après, Ali, il est pas parfait non plus parce que du coup, t'as Jamshid, quand il se retrouve, qui lui rappelle ce que Ali a fait faire à Jamshid, c'est-à-dire de se débarrasser d'un être humain comme ça, en mode lâche le meurtre, comme si c'était un vulgaire déchet à jeter à la poubelle. Et en fait, ça, j'avais oublié. Voilà, du coup, Ali, d'accord, n'est pas parfait. Jamshid a bien fait de revenir à cet incident-là parce que c'est un truc grave. Et je trouve que c'est cool, en fait, de prendre cet incident avec une gravité aussi réaliste. Parce que, en vrai, bah, c'est vrai que ça c'est pas trop. Même si Ali, voilà, il était jeune, il a paniqué, il y avait la pression de son père, il avait peur que son père s'en prenne également au reste du peuple, du mec qui a essayé d'assassiner et tout. Voilà, mais en même temps, ça met un fardeau psychologique énorme sur Jamshid. Et j'avoue que ça, j'avais totalement oublié. Après, je suis triste quand même que Jamshid, il n'arrive pas à apprécier Ali. En fait, j'arrive même pas à comprendre pourquoi il n'arrive pas. Genre, peut-être parce qu'il aime trop Muntadir et qu'il y avait cette tension, ces frictions entre Muntadir et Ali. Mais je suis en mode Jamshid, enfin, je sais pas, Ali t'es tellement adorable, je comprends pas pourquoi t'es aussi hostile envers lui. Et ça fait la peine que ces deux personnages qui sont tellement droits, qui sont humbles, qui sont tellement forts mentalement et tout, et tellement attachants, bah ils arrivent pas à développer une amitié parce que je suis en mode, s'il y a deux personnes qui peuvent devenir des best bros, c'est ces deux-là. Et en parlant de Jamshid, du coup j'étais contente de le revoir. Genre il y a un moment où, je sais pas si vous voyez, il y avait, je me disais je sais pas, en fait, parce que sur la même page, tu savais qu'il y avait Wajid qui était le caïd de Ali qui était chez la mère de Ali, du coup j'étais trop cool. Ensuite t'as Nari qui interrompt le retrouvaille en mode oui mais d'accord mais il est où Jamshid, et j'étais oui c'est vrai il y a lui aussi, et après il dit oui mais il est en bonne santé, il sait aussi, du coup je fais trop cool. Enfin bref voilà, il y avait plein de successions d'émotions en mode j'étais trop contente, j'étais confuse, j'étais trop contente, enfin bref voilà. Et Jamshid ça, j'ai pleuré. Son moment avec Nari quand du coup Nari lui apprend que oui bah tu sais la personne qui est en train de tuer tout le monde là, qui a pris le contrôle de Daivabad, bah en fait c'est ta maman. Et Jamshid ok ça pue mais ça veut dire que t'es ma soeur. Et du coup Nari ce moment quand elle dit oui j'imagine que ça fait de nous des frères et sœurs mais ce n'est pas grave si ce n'est pas le genre de relation que tu souhaites avoir. Jamshid se rapprocha et lui prit la main. Évidemment que si, t'avoir pour sœur serait la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Et j'ai chialé, voilà, parce que c'est trop mignon et j'ai beaucoup aimé leur relation, comment c'était développé de manière très épurée et malgré tout distante quand même dans le tome 2, mais on sentait qu'il y avait un certain rapprochement et surtout un respect mutuel, et il y avait en vrai de bons moments entre eux. Ah oui, il y avait un moment que j'ai trouvé drôle, c'est quand sur le bateau, t'as Nari qui demande à Ali de séduire la meuf pirate, Fiza, pour la convaincre de les aider à s'enfuir. Et du coup, à la page 348, t'as Ali qui essaie de flirter, il déglutit nerveusement. Puis je t'ai demandé ton nom. Les yeux brun cuivre de la fille se teintèrent d'une lueur de surprise. Fiza. Lorsqu'Ali ne répondit pas, Nari lui jeta la gourde avec plus de force qu'il ne semblait nécessaire. En fait, j'imagine tellement la scène en mode Ali qui fait l'effort, qui commence par les bases en mode ah oui, du coup, comment tu t'appelles? Et du coup, elle lui répond, et lui reste que comme ça. Parce qu'il sait pas continuer. Et le blanc gênant. Enfin, Ali, il est trop pur. Enfin, vu ses pensées envers Nari,
pas pur, mais pour moi il est pur quand même. En dernière annotation que j'ai mis, c'était suite à la discussion entre la mère d'Ali et Nari. Nari considère leur conversation comme un relais épineux entre des femmes qui, peu importe leur intelligence, leur puissance, seraient toujours connues d'après les hommes auxquels on les rattachait. Parce que là t'as la mère d'Ali qui essaye de convaincre Nari de se marier à Ali et de prendre le pouvoir, et en même temps de préférence cacher la vérité sur à dire comme quoi il est peut-être vivant. C'est horrible parce que tu te dis c'est des femmes avec tellement de potentiel qui sont tout aussi fortes, aussi puissantes, aussi charismatiques que des hommes, voire plus. Mais en fait, à cause du système qui les restreigne dans toute leur exploitation de leur pouvoir, de leur potentiel et tout, bah elles sont résolues à se créer une identité, se créer un pouvoir à travers l'homme à qui elles doivent être liées. Pour mes hypothèses finales, je pense qu'à la fin, soit Nari arrive à se marier avec Ali, mais là ce sera par pur choix. Et du coup, voilà, c'est elle qui veut, c'est pas à cause d'enjeux diplomatiques ou de force ou machin truc, c'est vraiment parce qu'elle le veut et je la comprendrai évidemment. Soit, je sais pas, elle part faire sa life parce que ses ambitions ne coïncident pas avec ceux d'Ali, genre Ali, lui veut rester à Daevabad, Nari, elle veut retourner au Caire. Et si c'est ce dénouement, alors même si j'adore leur romance, mais ce dénouement, je trouve que ce serait tellement genre audacieux et fort et inspirant aussi, tu vois. Et moi j'aime bien ce genre de romances qui finissent mal, enfin avec des séparations réalistes basées sur des ambitions personnelles et tout, parce qu'il y a un côté amer mais un côté que je trouve hyper réaliste et assez retentissant, qui te fait relativiser aussi, enfin qui montre que même si l'amour est plus fort que tout, mais le plus important c'est le respect de tes propres choix. J'espère que pour la suite je serai un peu plus investie, notamment dans tous les enjeux politiques et tout, parce que j'avoue que là je me perds un peu et que je me lasse un petit peu un chouïa. Il nous reste un peu moins de la moitié, ce qui est cool, et voilà, du coup je vous retrouve quand j'aurai avancé. D'ici là, bonne lecture à vous. Hey, on est le 16 mars et j'ai avancé jusqu'à la partie 3, c'est-à-dire du chapitre 28 au 41 inclus. Et alors, vous allez voir la partie la plus reluisante de moi en tant que lectrice, c'est-à-dire que je me lasse facilement. Voilà, c'est horrible. Là, j'ai plus rien à noter depuis des dizaines de chapitres, parce qu'en fait je lis mais de manière un peu détachée. Je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas si c'est parce que je trouve qu'on se disperse un peu trop, que j'ai l'impression que l'autrice veut condenser un maximum de trucs pour le final, et du coup elle va utiliser tous les ressorts scénaristiques, narratifs qu'elle a déjà parfois foreshadowé avant, mais du coup ça fait peut-être un peu trop. Et aussi le fait que j'ai lu les 2 premiers tomes il y a plus d'1 an, donc au niveau de l'univers, il y a peu de choses qui sont frais dans ma tête, ça s'embrouille, ça se mélange dans mon cerveau, ça favorise pas trop l'immersion et la compréhension, donc je sais pas, c'est peut-être ça. Peut-être que vous, voilà, qui est en train de lire, et bah vous pouvez me dire votre ressenti pour voir si je suis vraiment la seule débile ou alors c'est normal, mais je pense que je suis juste la seule débile parce que en vrai l'histoire, objectivement, elle est super cool, elle est très complexe comme on adore en fantasy, c'est mature, ça aborde beaucoup de questionnements, notamment, j'aime bien comment les jeunes générations sont tourmentées, sont assaillies par les anciennes générations, que ce soit directement parce qu'ils servent de monnaie d'échange, mais également genre indirectement parce qu'ils doivent réparer en quelque sorte les torts de leurs ancêtres, ils doivent traîner dans leur sillage, dans leur existence, toutes les peurs, toutes les souffrances, tous les désirs de revanche de leurs ancêtres, alors que ça les concerne pas eux, et que eux ils essaient de se dépatouiller, de peut-être changer pour une société meilleure et plus tolérante, mais c'est difficile avec une base historique aussi sanglante dans leur histoire commune. Mais je sais pas, genre il se passait des choses horribles et moi je lisais, j'étais ok, il se passe ça, ok, ah ouais merde, ok. Mais par exemple pour Ali, il a dû faire ses adieux à Nari et se sacrifier ou je sais pas quoi, rejoindre les Marides et tout, mais comme il restait 300 pages, la partie très pragmatique de moi est de non mais on sait que Ali va revenir de toute façon, il est pas si en danger que ça. Du coup leurs adieux et tout, qui c'est censé m'émouvoir ou me briser et tout, surtout que j'adore leur relation, je l'ai vu en surface, tu vois, j'étais vraiment dans ma peau de spectatrice et pas dans la peau de celle qui vit activement l'histoire. En parlant de Ali et Nari, du coup t'as la concrétisation de leur amour, en tout cas ils se pécho un peu, et j'aime bien l'attitude de Ali, genre tu vois que c'est un puceau, il est trop pur, et ça change l'archétype du mec hyper viril, voire possessif, voire Ali qui genre il osait pas toucher Nari, vraiment tu vois, il était tout déboussolé et c'était Nari qui prenait le devant, genre je trouvais que c'était intéressant, c'est bizarre comme mot, c'était amusant, voilà, et c'était très mignon aussi, mais quand je l'ai lu, j'étais ah d'accord,
mais c'est horrible, je suis une cœur de pierre, c'est horrible. J'étais beaucoup plus touchée par des moments dans le tome 1 et 2. Dans le tome 2 où t'as le moment où t'as Ali qui offre, enfin qui a construit un bureau ou une alcôve pour Nari, pour que elle se repose quand elle en a besoin, pour qu'elle se retire du monde extérieur dès qu'elle en a besoin. Nari, elle en est profondément émue parce que Ali, il lui construit ça, il lui offre ça, mais de manière tellement naturelle, moi tiens je t'ai fait ça mais c'est rien du tout. J'ai pleuré. Et après, juste après, t'as Ali qui dit à Nari qu'elle est resplendissante, enfin qu'elle est trop belle et tout. Il le dit tellement spontanément, tellement naturellement que j'avais pleuré. Et parce que pour moi, ce moment romantique, c'était incroyable. Mais du coup, ce moment plus explicite, bah ça m'emballe un peu moins. Et après, je suis aussi du genre à me lasser quand ça se concrétise. Donc ça arrange pas les choses. Il y a quand même un moment où je suis un peu sortie de ma torpeur de cœur de pierre. C'est quand t'as Dara qui se fait posséder, enfin il se fait manipuler littéralement, physiquement par Manji. Et du coup il massacre des gens. Il a envie de mourir en fait parce que il en peut plus, enfin c'est atroce et là j'avais vraiment de la peine pour Dara. Et ça me rappelait aussi l'arc Dressrosa dans One Piece, enfin voilà, pour celles et ceux qui ont regardé, peut-être que vous voyez de quelle scène je parle, enfin de quel fil scénaristique je parle. Et vraiment Manji, mais qu'elle allait se faire foutre. J'espère que vous vous amusez un peu plus que moi durant cette lecture. Là je suis chez mes parents pour le week-end et mon goal de ce week-end, de la fin de ce week-end, c'est de tout finir pour pouvoir le laisser ici au lieu de le trimballer encore là-bas, enfin vers l'autre chez moi, parce qu'il est super lourd, mais vraiment, genre de Saxus, c'est beau ce que vous faites, mais c'est tellement pas pratique, c'est trop lourd. Heureusement que la plupart des sorties dans de Saxus ça m'intéresse pas du tout parce que ça tourne autour des tropes un peu en tendance et du coup pas forcément original pour moi. Voilà, bref, je vous laisse et à bientôt pour la fin. Les amis, c'est fini. Nous avons terminé ensemble, enfin à peu près peut-être le 3e tome et dernier tome, enfin presque, parce que le 3,5, le fleuve d'argent, bref, l'Empire d'or de la saga d'Aiva Bad de S.A. Chakraborty. J'espère que vous êtes éclatés. J'étais allée voir sur Goodreads et la plupart des gens ont été complètement investis, ont été transportés par la fin, par tout le tome. En fait, ils ont mis 5 sur 5, coup de cœur intersidéral et tout, et j'en suis contente. Mais ça n'a pas été le cas pour moi. En fait, ce tome a été assez ardu, épuisant et parfois lassant à lire parce que j'ai pas été prise dans l'amas de fils scénaristiques qui convergent les uns vers les autres, dans une sorte de brouillard sanglant, violent, avec de la politique, mais je savais pas d'où ça sortait. J'arrivais pas à piger tous les enjeux qui étaient en jeu. J'étais paumée et j'étais détachée de l'histoire, même détachée du sort des personnages. J'étais en mode non mais c'est bon, ils vont survivre, ou je sais pas, c'est horrible comme sensation parce que tu sais, t'as pas des points sur lesquels tu peux vraiment appuyer pour rendre ton avis négatif pertinent, parce que c'est juste que t'as pas été prise dans le jeu et du coup tu te sens déconnectée, tu te sens perdu et tu te sens coupable parce que tu te dis mais pourquoi j'ai pas accroché alors que c'est si bien, alors qu'il se passe plein de trucs, alors que ça a les ingrédients d'une fantaisie comme thème. Et je sais pas, là ça a pas marché, ça a peut-être trop infusé et du coup c'est devenu fade pour moi. Je sais pas, je suis en train de faire une métaphore, je sais même pas ce que ça veut dire. Pour moi la bataille finale elle était pas très bien faite parce que j'ai pas été prise dedans. Je suis partie du principe que Dara de toute façon il allait mourir. Du coup t'avais le climax autour de s'il allait vivre, comment elle allait se libérer par rapport à Manji, et même si je voulais qu'elle se libère par rapport à Manji parce que ce qu'il subit lui c'est atroce, mais le climax était pas vraiment waouh, loin de là, parce que c'est quand t'as Dara qui fait un semblant de trahison envers Nari et ensuite il se retourne contre Manji et il la poignarde, bah moi j'étais en mode, ça se voyait que Dara il bluffait et du coup j'étais pas choquée de voir qu'il se retournait contre Manji parce que je l'ai vu venir de loin. À la fin tu vois que Dara, bah, au final il survit et j'avoue que j'ai été déçue dans un premier temps parce que j'étais en mode ok tout ça pour ça, genre à la fin t'as tout le monde qui survit à part bah, les méchants. C'est une fin hyper idyllique en fait et c'est tellement difficile à croire après toute la tension, toute l'adrénaline, tous les moments stressants qui te tenaient en haleine depuis le tome 1. J'avais perçu une sorte de fatalité, de maturité, de réalisme dans l'œuvre en mode c'est la guerre totale, c'est sûr qu'il y aura des sacrifices tu vois. Et Dara il est bien conçu pour ce genre de sacrifice là. Du coup j'étais en mode bah voilà faut se préparer émotionnellement,
au final bah non, tout est bien qui finit bien. Du coup j'étais déçue et je trouvais que vraiment le climax du tome 3 bah c'était décevant en plus par rapport au tome 2, parce que vraiment le tome 2 à la fin, genre j'étais tenue en haleine parce que j'avais peur que Muntadir et tout et il meure, et j'étais vraiment investie dans l'histoire et je pleurais, enfin c'était oufissime. Et du coup je me suis dit bah forcément pour la fin du tome 3 ça va être encore plus dinguissime. Et au final non, mais je sais pas si vous voyez, mais au début là il y avait plein de post-it parce que j'avais plein de trucs à annoter parce que j'étais hyper investie dans l'histoire. Puis ensuite ça se raréfie jusqu'au vide intersidéral, voilà c'est complètement désertique de post-it ici. Et ensuite vers l'épilogue, à la fin, tout à la fin, il y a de nouveau plein de post-it parce que au final dans l'épilogue il y a eu des choses qui m'ont beaucoup plu. J'ai plein de choses à dire. Alors déjà pour Dara, j'ai été déçue de voir qu'il survivait parce que pour moi c'est un personnage tragique, c'était inévitable, il allait mourir. Et avant ça elle allait un peu se racheter en mode il se retourne contre Manijé, il a survécu et ça m'a fait me remettre en question parce que j'étais en mode meuf, Dara, d'accord, il a été horrible et tout, mais c'est un personnage torturé et en vrai, il mérite de se, entre guillemets, racheter. Alors, pourquoi t'es aussi cruel et pourquoi t'as voulu vraiment le tuer? Mais c'est surtout pour la dose de drame scénaristique, narrative, voilà. Mais sinon, au niveau de Dara, le fait qu'il ait survécu, au final, c'est beaucoup mieux parce que sa fin avec Nari, ça m'a quand même serré le cœur, tu vois, c'était très beau, c'était amer, et même si j'ai jamais été fan de leur romance, je trouve qu'elle est complètement à péter, mais vraiment, ça se dit ou pas, je sais pas. Mais là, le fait que tu vois, ils apprennent de manière assez maladroite, attends, il y a un moment, j'étais en mode, c'est trop maladroit, mais tu sais quand du coup ils sont à l'hôpital, et ils voient que Nari se réveille et commence à parler et tout, et lui il lui dit, tu devrais te reposer, parler va t'épuiser, et ensuite il prend conscience qu'il vient de lui dire ce qu'elle devrait faire, et du coup il rougit, et ensuite il rajoute, enfin si t'en as envie, enfin ce choix t'appartient évidemment. Il essaye tu vois de se racheter mais de manière maladroite et très humaine, et du coup ça m'a fait craquer parce que genre ok le poteau il essaie de faire des efforts. Et la fin avec les adieux avec Nari, parce que Dara il va aller dans le monde humain pour aller sauver des Daiva et tout, et que ça se peut que plus tard en fait il va plus jamais revoir Nari, mais que Dara il essaie de s'épanouir, essaie de se racheter dans ce but là et pas en restant collé à Nari dans un espoir d'amour qui est complètement vain. C'est beau parce que Dara il trace son propre chemin, il a une nouvelle chance et tu sens qu'il va l'exploiter au mieux, et que ouais en fait j'adore. Là j'ai envie de pleurer un peu tu vois pour Dara. Dara vraiment je le détestais, mais vraiment il m'insupportait. Mais cette fin, en fait je sais pas trop maintenant si j'aime ou pas son arc de rédemption. J'ai eu pas mal d'animosité, d'hostilité envers Dara, et j'ai eu du mal vraiment à m'attacher à lui, à sympathiser avec lui. Du coup c'est difficile pour moi encore de prendre du recul et d'analyser son développement et son arc de rédemption de la manière la plus objective, la plus neutre possible. Mais plus tard voilà je ferai peut-être une analyse pour moi-même, mais la fin elle était belle et je suis contente en fait que Dara ait eu cette chance, parce qu'il fait la remarque comme quoi mourir c'est quelque chose de chanceux tu vois, qu'il mérite pas, c'est une récompense qu'il mérite pas encore, et il va essayer de mériter ce repos là après avoir accompli son devoir et avoir servi le royaume de Daevabad à sa façon, de manière solitaire, et c'est beau. Dara franchement bravo. J'ai beaucoup aimé la fin des personnages, j'avoue j'ai été un peu déçue qu'ils s'en sortent aussi bien et tout, mais en même temps ils s'en sortent pas si bien que ça parce qu'ils sont bousillés psychologiquement, ils sont traumatisés. Muntadir il est complètement mais détruit et ça me fait énormément de peine, et putain il y a trop de trucs à dire en fait. Du coup sa relation avec Ali, ça me touche parce que Ali essaie de respecter les limites de Muntadir, il essaye de mériter entre guillemets que Muntadir se révèle enfin à lui dans toute sa personnalité, dans sa romance avec Jamshid. Ali il fait semblant de pas savoir, il essaye de regagner cette confiance et c'est mignon et c'est attendrissant. Enfin quand tu revois les moments entre Zainab, Muntadir et Ali, c'est trop attendrissant, ça m'a beaucoup touchée. Je vois à quel point Ali il est tellement soulagé de les avoir revus vivants et ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Et Ali et Nari. Alors, je me rappelle des hypothèses que j'avais eues en mode soit ils se marient à la fin, soit ils se séparent parce qu'ils ont des aspirations différentes. En fait, la fin entre eux deux, c'est tellement mieux que ce à quoi je m'attendais. J'aurais pas osé espérer ça en fait, parce que à chaque fois, j'ai l'impression dans les romances, c'est soit c'est tragique, hyper tragique, soit c'est endgame et voilà, ils vivent heureux jusqu'à la fin de tous les temps. Et j'avoue que ça, c'est un peu barbant pour moi. Mais il n'y a jamais d'entre-deux. Et Ali et Nari, ils ont fixer cet entre-deux là, et c'est un entre-deux que j'adore. Je m'explique. Leur romance respecte les limites psychologiques des personnages qui sont concernés par l'histoire d'amour.
Nari c'est quelqu'un qui a du mal à s'attacher aux autres, à voilà se permettre de se lier aux autres, d'exprimer ses sentiments, d'être vulnérable avec les autres, d'être pleinement elle-même, parce qu'elle a toujours eu des trahisons, elle a dû faire des sacrifices, elle a subi beaucoup de choses, elle a perdu son foyer et tout, et du coup à la fin elle préfère prendre son temps avec Ali et ne pas rusher les choses et juste profiter de la présence de Ali et voir où ça leur mène. Et surtout Nari c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et qui veut créer son propre cocon, là où elle va s'épanouir, qui correspond à ses valeurs, à ce qu'elle veut faire plus tard, et c'est beau et c'est inspirant parce que là, Nari comme pour les autres personnages, leur reconstruction personnelle, leur guérison, c'est centré sur eux-mêmes, sur leurs aspirations, à leur propre rythme et pas centré sur un lien amoureux qu'ils partagent avec les autres. C'est-à-dire, lui, il va je crois vivre avec Jamshid et voilà, ils vont s'épauler et tout, mais tu sens que Muntadir, il a besoin encore de temps, que c'est pas ça qui va le guérir en fait, et qu'il va se guérir petit à petit, tout seul. Et c'est pareil pour Nari, tu vois. Et Ali, il est super patient avec elle, et il va pas brusquer les choses, il est pas déçu en mode oh bah j'aurais voulu voilà qu'on se pécho maintenant qu'elle est divorcée de mon frère et tout. Non, genre il est juste heureux de passer du temps avec elle. Dans les romances, il y a un truc qui me dérange, c'est le désir passionnel, l'obsession, tu vois, qui est romantisé à outrance. Et moi c'est quelque chose qui me met mal à l'aise, parce qu'en fait ça met en avant genre le désir sexuel, la tension sexuelle de manière beaucoup trop vive, au détriment de la reconstruction psychologique des personnages. Et du coup là c'est entièrement respecté. Il y a des moments trop mignons entre Ali et Nari, du coup ça m'a rappelé dans les tomes 1 et 2 où j'ai adoré leurs moments, où je les bouffais, je bouffais leurs moments avec tellement de joie, de satisfaction et de jouissance, parce que c'est juste tellement pur, c'est maladroit. T'as Nari qui dit qu'elle veut que Ali l'aide financièrement pour son hôpital parce qu'elle a besoin d'un spécialiste, et tu sais c'est une excuse pour que Ali reste à ses côtés, vienne lui rendre visite régulièrement, et Ali il piche pas, il est en mode ah non mais moi je suis pas vraiment spécialiste, en vrai pour faire ça tu devrais demander à ça et tout, et Nari du coup elle doit lui expliquer en mode non mais je veux juste passer du temps avec toi, mais ils sont trop mignons, ils sont mignons. Ali qui est premier degré, qui comprend pas les sous-entendus, et il est trop mignon. Et du coup ça m'a rappelé dans les tomes 1 et 2, parce que dans ce tome là en fait ça devient explicite, ça devient endgame entre eux deux, et ça m'a perdu parce que comme je l'ai dit, quand c'est trop dans l'attirance physique, je suis pas trop dedans. Je sais pas pourquoi ça me parle moins, mais j'aime bien juste les moments purs, les moments attendrissants, les moments maladroits. Et là, c'était que ça. Je pensais que comme c'était la fin, bah, ça allait accentuer des moments charnels, physiques, ou en mode voilà, c'est le bonheur ultime, le fait qu'ils sont enfin heureux ensemble, qu'ils sont en couple, alors que non, pas du tout. C'est pas ça. Le moment le plus important ici, c'est que t'as des liens extérieur, genre t'as Nari qui joue aux cartes avec la pirate, qui mange, qui boit avec son grand-père, qui joue avec son frère et tout. La romance c'est juste une relation parmi tant d'autres, au même rang que les autres relations qui ont tant apporté, tant aidé les personnages, les protagonistes, et c'est mis au même rang, et ça fait un environnement qui est tellement humain et tellement vivant et vivifiant. Même à la fin, tu sais, quand t'as en gros t'as Jamshid qui avait appris des mots en Divasti à Ali, et en fait ça parle d'une partie anatomique de l'homme, et t'as Ali qui dit putain mais je l'ai dit à des prêtres. J'imaginais, et du coup t'as Nari qui propose à Ali de se venger de Muntadir et Jamshid qui ont pranké Ali, et c'est trop pur, c'est juste trop pur, c'est juste des moments qui développent leur complicité de manière tellement naturelle, et ça va pas forcer dans la romance, ça développe juste que ils ont une connexion, ils ont une alchimie qui fonctionne, c'est pas prise de tête en fait, et c'est ça que j'adore, et c'est ça qui me manquait dans ce tome là, parce que je trouve que dans ce tome là on se prend beaucoup la tête sur les tourments amoureux, et ça m'a moins fait accrocher, mais on est revenu au point de départ où en fait c'est des potes, mais c'est des potes amoureux tu vois, mais ils prennent leur temps, et ça les dérange pas de prendre leur temps parce que c'est en accord avec leur développement, leur reconstruction psychologique, et je suis trop contente du coup. Bah heureusement qu'ils ont tous survécu, parce qu'ils forment un cercle de fins de famille, d'amis, qui est soudé, qui est pertinent. En quelque sorte leur romance reste ouverte, parce qu'il n'y a pas vraiment de dénouement, mais tu devines le dénouement par la suite, et moi ça me va. Je me suis rendu compte que j'adore quand la fin elle est ouverte, même si c'est sur une note positive, tu vois, c'est juste en douceur, ça fait juste du bien, c'est rafraîchissant. Et j'aime bien juste me contenter d'imaginer la suite. Je déplore le fait que j'ai passé sûrement beaucoup de temps avant de retrouver une romance qui m'est autant animée que celle de Ali et Nari, parce que j'étais vraiment plongée dans leur dynamique amoureuse, comment ça a éclos
progressivement, naturellement, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect l'un envers l'autre et de sanité. Parce que j'ai l'impression qu'en romantécie, la tendance, c'est la tension sexuelle, c'est l'attraction charnelle, on accentue beaucoup dessus, c'est des quiproquos, de miscommunication, des dramas qui pourraient être tellement évités facilement juste en communiquant. Et c'est mis en avant au détriment de moments beaucoup plus posés, tu vois, sans prise de tête, des moments rafraîchissants, maladroits, très purs, de connexion entre eux, d'alchimie amicale, de moments où ils discutent, où ils rigolent ensemble, où ils se taquinent, et c'est juste tellement pur et pas prise de tête, et voilà, c'est rare. Une romance slow burn, mais vraiment slow burn comme Nari et Ali, et du coup, pour cette romance, bah merci. Je pense que on peut dire que c'est une saga coup de cœur malgré ce tome qui a un peu floppé. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, qui a été vos personnages préférés dans cette saga, vos moments préférés, est-ce que vous êtes aussi fan que moi du couple de Ali et Nari, ou alors vous êtes plus team, j'allais dire Ali et Dara, mais non, pas du tout, entre Dara et Nari. Auquel cas je vous comprends pas parce que bon voilà, mais je vais pas juger, et si vous avez des arguments mettez-les en avant. De toute façon la meilleure relation c'est la relation fraternelle entre Ali, Muntadir et Zainab évidemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'étais contente de tourner ce vlog, même si pendant un moment j'étais en mode est-ce que je vais vraiment le sortir, parce que j'étais pas si enthousiaste durant la lecture, j'avais peur que ça plombe votre expérience si vous étiez en train de le lire en même temps que moi, mais en même temps j'avais quand même pas mal de choses que je trouve intéressantes à sortir et j'avais envie de m'exprimer sur les personnages, sur ce que je pensais de la romance. Merci infiniment d'avoir fait ce bout de chemin littéraire avec moi. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres vlogs de ce genre d'ici là, et bah très bonne lecture à vous. Trouver une saga aussi géniale que Daiva Bad sera difficile, mais j'espère que vous allez le trouver, j'espère que moi aussi je vais le trouver, et d'ici là bah à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut.